2 mots au sujet de notre sénateur et aussi premier Fed, Alexandre Wouzille. Alexandre Wouzille, c'est un des plus jeunes sénateurs du Sénat actuel, mais pas le moins actif. Et là, je vais prendre mes petites fiches pour rien oublier. La loi immigration, les PFAS, l'aéroport de Beauvais, le scandale des eaux contaminées, la réforme de l'assurance chômage, la disparition de notre force de production sur le continent européen, ça c'est pour les plus importantes. Autant de sujets sur lesquels il alerte et il travaille depuis le début de son mandat de sénateur. Et croyez bien qu'une semaine dans les chaussures d'Alexandre Wouzille, ça n'est pas de tout repos. Et j'aimerais très rapidement vous livrer une petite anecdote qu'il a partagée avec moi récemment. J'espère que tu n'avais pas l'intention d'en parler ce soir, sinon je te la vole. Alexandre Wouzille, il n'y a pas longtemps, il a proposé à 2 youtubeurs, à 2 jeunes, de venir passer 2 jours avec lui pour montrer un peu ce que c'est la vie d'un sénateur. Alors les 2 youtubeurs, ils se sont dit super, 2 jours tranquilles, à la Gérard Larcher, ça va être très tranquille. Et en fait, ils sont ressortis sur les rotules, épuisés, parce que Alexandre, il s'arrête jamais. Il est partout, tout le temps. Et juste, vraiment, je partage avec vous, c'est parce que c'est vraiment la meilleure illustration du travail d'Alexandre au quotidien, qui était encore avec nous à Creil vendredi pour militer pour la paix, pour le cessez-le-feu immédiat en Palestine et la reconnaissance de l'État de Palestine. En l'espace de 2 semaines, Alexandre a été et sera à nos côtés à Chambly pour tracter sur le marché, à Montataire, à Liancourt, à Crépy-en-Valois pour une visite de la maison de santé, à Bury, à Longueuil-Sainte-Marie, à Montagny-en-Vexin, à Mogneville, à Clermont pour l'inauguration de l'hôtel de ville, à Domérocourt et d'Argy pour une inauguration d'un parc éolien, à Nogent pour un concours de plaidoirie, à Grandvilliers parce que la ruralité ne doit jamais être oubliée de nos combats, à Lassigny, à Beauvais, bien sûr, et bien sûr, à Villers-Saint-Paul, évidemment. Et Khalid, il applaudit, au fond. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Alexandre, c'est le sénateur de tous les Isariens. C'est notre sénateur, et il est là ce soir, Alexandre Wouzille. Bon, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est vrai qu'il y a des cousins de la famille qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y a ceux qui venaient plus à Noël, et ceux qui sont jamais venus à Noël, mais qui sont là ce soir, et ça fait évidemment plaisir de voir. Monsieur le maire, mon cher Jean-Claude, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, venus nombreux, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, et évidemment, cher Olivier, notre premier secrétaire. C'est vrai, tu as raison, Jean-Claude, en 2019, la campagne des socialistes pour les élections européennes avait démarré avec Raphaël Glucksmann et avec toi, Olivier, ici, dans l'Oise, à Creil. Je me souviens, c'était le tout premier déplacement de campagne et nous étions allés à l'hôpital pour dire ensemble notre refus de la fermeture de la maternité de Creil sur un bassin où vivent 100 000 personnes et des Français plus jeunes, mais aussi plus pauvres et moins mobiles qu'ailleurs. Je suis heureux de t'annoncer, Olivier, parce que je ne t'en veux pas de ne pas suivre l'actualité dans Oise Hebdo, d'ailleurs, qui nous suit de très près en ce moment, de t'annoncer que depuis la justice, peut-être trop près, la justice, après une longue bataille, nous a donné raison et a donné raison au combat initié par Jean-Claude. La fermeture était illégale, nous avons gagné et votre venue nous a porté bonheur. Et si la maternité n'a pas rouvert, nous avons été arrachés auprès de l'ARS une maison des femmes où elles seront suivies sur la santé, sur leur grossesse et aussi sur les violences dont elles sont aujourd'hui victimes. Puis je m'en souviens, nous étions allés à l'école Daniel Mitterrand, au cœur de ce nouveau quartier qui émerge par la volonté des élus creillois et de l'agglomération des décombres de la désindustrialisation. Nous avions été sur ces berges du fleuve qui ont progressivement été réapprivoisée alors que pendant des siècles, la ville s'était construite contre la rivière Oise et ses caprices. Et ici même, aujourd'hui, nous sommes loin, tu l'as dit Jean-Claude, du petit bras de l'Oise où se situait l'ancienne faïencerie qui fit le rayonnement et la renommée de Creil au XIXe siècle. Et parce que Creil est une ville de longue mémoire, lorsque cet espace culturel a été inauguré, il fut baptisé faïencerie. Alors, je te rassure, Olivier, c'était déjà un maire socialiste qui faisait l'inauguration, puisqu'ici, on est socialiste de père en fils et peut-être bientôt de mère en fille, sans discontinuité depuis 1919.
Vous savez, même Carmaux, la ville de Jaurès, est tombée, mais Creil, la ville de Moustache, est restée. Et nous n'avons pas tellement l'intention que tout cela change d'un iota. Mais au vrai, on s'entend de socialistes qui ne sont pas s'entend de solitude, car il y a toujours de l'adversité à Creil. Ici, nous avons tout connu. Mais ce de quoi nous nous relevons aujourd'hui dans ce bassin creillois, c'est de près de 50 ans de désindustrialisation. 50 ans de désindustrialisation qui ont marqué les esprits, les corps, les paysages. 50 ans de désindustrialisation qui ont broyé des existences et des familles dans le malheur du chômage, le sentiment d'inutilité et plus que tout, dans l'injustice. Je pense aux 5000 de chez Chausson, bien sûr, qui était le plus gros pourvoyeur d'emploi du département quand il a mis la clé sous la porte en 1996 et dont je rencontre encore partout en tant que sénateur, parmi des élus dans tout le territoire, des anciens de ces Chaussons. Et je pense à tous ceux qui ont vécu dans le sillage de cette France qui rouillait sur place de ce qui était en train de lui arriver. Je pense au discours des élites de cette époque, des années fric et des suivantes qui rêvaient, le disait-il, d'un pays sans usine. Comme si la production matérielle, la production à l'usine, là où d'ailleurs le socialisme est né, était devenue une forme d'arriération, comme si l'avenir n'était qu'au tourisme, au luxe et au service. Le retour du refoulé industriel a été pourtant d'une violence inouïe. Nous avons réappris à nos dépens qu'un pays qui ne produit pas est dans la main de ceux qui produisent. Nous avons vu avec la crise de la Covid-19 que dès que quelque chose se grippe dans les grands engrenages de l'économie mondiale, nous pouvions être privés de tout et surtout des commodités les plus simples et les plus essentielles. Pas de blouse pour nos soignants, pas de masque pour nous tous, pas d'antibiotiques pour nos enfants. Et puis à la crise du Covid a succédé la guerre en Ukraine, la partie de l'Europe la plus droguée au gaz russe, et jusqu'à nous sommes retrouvés dans le dénuement. On a parlé de blackout électrique en France. On a demandé aux Français de la sobriété à raison, en oubliant parfois qu'un quart déjà d'entre eux déclarent qu'ils ont froid chez eux en hiver. La base industrielle européenne qui survivait encore s'est même arrêtée de fonctionner car les coûts de l'énergie s'envolaient trop haut par rapport au reste du monde. Notre faiblesse collective a saisi l'Europe comme un voleur dans la nuit. Et pour tout dire, ce que j'aime et ce que je respecte le plus dans cette campagne, c'est que nous sommes repartis en bons socialistes de la production et que nous avons regardé cette vérité en face. Nous nous sommes examinés nous-mêmes en Européens. Nous nous sommes demandé comment nous avions pu accepter de déménager la production industrielle des démocraties sur le sol des tyrannies étrangères. Nous nous sommes demandé comment nous avons pu arriver au point où la production industrielle de la Chine est équivalente à celle des États-Unis et de l'Union européenne réunies en à peine 40 ans. Nous avons fait sans concession le bilan d'une Europe qui n'a eu pendant des années que pour seul credo laisser passer les marchandises. Une Europe ouverte à tous les vents, signant tous les traités de libre-échange. Une Europe entravant l'émergence des politiques industrielles et renonçant à se défendre face à la concurrence déloyale, sociale et environnementale. Pendant toutes ces années, l'Europe a semblé un éternel adolescent, se racontant des histoires à dormir debout sur l'avenir du monde, alors que celui-ci devenait de plus en plus dangereux. Et aujourd'hui, ce n'est pas un péché d'orgueil, Thierry l'a dit, mais une réalité politique du rapport de force en Europe de dire que seuls les partis socialistes frères en Europe, associés au sein du Parti socialiste européen, sont capables de la transformer en sortant de l'étouffante domination de la droite européenne. Nous avons terriblement besoin de gagner pour imposer dimanche un plan massif de réindustrialisation sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, la fin du libre-échange généralisé pour protéger l'industrie du dumping et éviter de nouveaux drames comme ceux de Chausson, mais cette fois-ci pour les ouvriers de Flins ou de Valenciennes, pour faire une loi achetée européen dans la commande publique, pour éviter le retour en arrière sur l'écologie qui est plus qu'une menace, mais déjà une réalité en Europe. Nous avons besoin d'imposer des mesures miroirs pour que, Thierry l'a dit aussi, nos agriculteurs se battent à armes égales dans la concurrence internationale, pour un protectionniste aux frontières de l'Europe qui punisse les multinationales qui délocalisent au sein des havres de pollution pour échapper à l'ambition climatique portée par l'Union européenne. Bref, nous avons besoin de gagner pour réindustrialiser. Et nous savons ici, peut-être mieux qu'ailleurs, que la réindustrialisation est aussi une politique sociale, car l'industrie,
c'est aussi de bons emplois par rapport à la misère des salaires dans certains segments du secteur tertiaire. Si nous voulons une société, et nous la voulons, avec des classes moyennes nombreuses, plutôt qu'une société en sablier, au sein de laquelle les classes moyennes s'évaporent, nous avons besoin d'une base industrielle solide dans notre économie. Et nous savons que nous pouvons compter sur la résolution de l'équipe sortante pour le faire. Pas parce qu'ils ont de belles gueules, même s'ils ont de belles gueules, mais parce qu'ils ont déjà ramené des victoires à la maison. Et Jean-Claude les a évoquées. C'est Raphaël Glucksmann qui a obtenu, durant cette mandature, le bannissement des produits de l'esclavage du sol européen, et notamment de l'esclavage des Ouïghours, alors que ceux-ci sont déplacés, parqués dans des camps de rééducation et soumis au travail forcé le plus implacable. Voilà, mes amis, l'ambition que nous portons en Europe, et cette ambition d'un nouvel âge de la production s'articule aussi avec un nouvel âge de la justice sociale. La croissance des inégalités, nous le sentons au plus profond de nous-mêmes, ne peut plus durer. Le mode de vie des uns est trop insolent devant le malheur des autres. Même des millionnaires nous accompagnent dans notre initiative européenne « Taxons les riches », car ils ont conscience que tout cela ne peut plus durer, eux aussi. Que c'est la paix civile qui est en jeu, dans l'idée même que nous nous faisons de ce que cela signifie d'appartenir ensemble à une commune humanité. Et c'est là pour moi que la campagne européenne touche le débat public français. Depuis la réforme des retraites, Emmanuel Macron n'a plus qu'une idée en tête: faire de la discipline budgétaire en disciplinant les pauvres. Il s'est d'abord attaqué à ceux qui avaient commencé à travailler le plus tôt, en jouant sur l'âge pivot des départs en retraite. Et puis, pour la 3e fois maintenant, il rabote le régime d'indemnisation des chômeurs, dans un contexte où le taux de pauvreté n'a jamais été aussi haut dans notre pays. Et dans le même temps, le quoi qu'il en coûte devient le quoi qu'il en coûte aux classes moyennes, puisque les services publics, notre patrimoine commun, sont partout maltraités pour financer les exonérations d'impôts des plus riches. Car nous avons beau déposer chaque année à l'Assemblée, comme tu le fais, Olivier, ou au Sénat, comme nous le faisons, des amendements pour reprendre les 300 milliards qu'il leur a donnés, rien ne se passe. La règle d'or du macronisme, c'est « on ne touche pas aux gens bien nés ». Alors bien sûr, pour se sauver, ils rejouent le moi ou le chaos, eux ou le diable, c'est-à-dire eux ou l'extrême droite. Mais on le sent partout, c'est fini, ça ne fonctionne plus. L'étau se dessert sur les consciences des uns et sur les consciences des autres. Nous pouvons montrer dimanche qu'ils ne sont plus l'alternative aux racistes, que nous sommes l'alternative au racisme. Si nous sommes devant eux dimanche, le macronisme sera terminé en France, englouti dans sa droitisation et sa politique antisociale. Nous sommes à un cheveu, je regardais encore les derniers sondages comme le lait sur le feu, nous sommes à un cheveu de les dépasser. Il faut convaincre les derniers indécis, il faut convaincre les derniers abstentionnistes que vous avez autour de vous. Si nous sommes devant eux, nous aurons fait un pas de géant, nous aurons fait une œuvre utile pour la reconstruction de toute la gauche. Pour la première fois depuis 2017, nous aurons montré qu'un parti de gauche peut être en tête des partis dits républicains. Cela ne nous dispensera pas, cher Olivier, de poursuivre le chemin unitaire qu'avec toi, nous avons commencé à tracer. Car il faut se méfier de l'orgueil, orgueil qui avait tant coûté aux écologistes après les européennes de 2019 et dont peut-être Thierry se souvient. Mais nous aurons ouvert une perspective dans laquelle une nouvelle génération à gauche peut s'engouffrer et un nouvel espoir se lever. Je reviens pour conclure à Creil. Quand tu nous quitteras ce soir, Olivier, pour rejoindre Paris, jette un œil en sortant de la faïencerie sur le monument qui est sur le parvis. Tu verras non pas un soldat, mais une figure féminine tenant dans sa main des feuilles d'olivier et une gerbe de blé symbolisant la génération que la guerre a fauchée. Ce n'est pas une figure de la victoire, c'est une allégorie de la paix. Et sur l'inscription frontale, tu liras ces quelques mots: « La paix se révélant à l'humanité ». Depuis le 7 octobre, tu dis, nous disons tous la même chose. On ne répond pas à un massacre de civils par un autre massacre de civils. On répond au terrorisme par de l'antiterrorisme. Ce qui se passe à Gaza nous serre à tous les cœurs. Les images sont à la limite du soutenable. Et nous étions, il y a quelques jours encore, réunis autour de Jean-Claude sur ce parvis pour le dire. Et nous étions nombreux. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Un risque génocidaire est aujourd'hui documenté par la Cour internationale de justice.
Le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou semble perdu dans une fuite en avant et ce qu'il appelle désormais à la télévision une guerre de la civilisation judéo-chrétienne pour mieux ignorer les revendications nationales légitimes et la reconnaissance du peuple et d'un État palestinien. Pourtant, en Israël même, tous les soirs, des femmes et des hommes défilent pour que les otages leur soient rendus et pour que le massacre cesse à Gaza. Je voyais l'autre jour une banderole bouleversante, déployée dans les rues de Tel Aviv lors d'une manifestation. Dessus, les Israéliens avaient écrit « Biden, sauve-les de Netanyahou ». Biden, sauve-les de Netanyahou. Voilà l'humanité à son meilleur. Voilà à quel niveau devrait se hisser la diplomatie française. Mais alors que le Proche-Orient nous concerne d'abord, nous, Européens, c'est aux Américains qu'on s'adresse, tellement le monde s'est habitué à l'impuissance européenne. Alors je le dis aussi, en votant socialiste dimanche, vous votez pour défendre une politique étrangère fondée sur le respect du droit international et des droits humains en Ukraine et en Israël-Palestine. Un poids, comme tu le dis souvent, Olivier, un poids, une mesure. Vous votez pour ceux qui veulent faire de la paix un horizon crédible en exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et la libération inconditionnelle des otages israéliens détenus par les terroristes du Hamas. Vous votez pour ceux qui soutiennent une solution à 2 États vivant côte à côte et en sécurité, et donc évidemment, bien sûr, la reconnaissance de l'État palestinien et la fin de la colonisation qui détruit tous les jours toute perspective politique. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je voulais mettre quelques points sur quelques i, comme l'a fait Jean-Claude. Nous avons 3 jours maintenant, 3 jours pour renverser la table politique française, et je pèse mes mots, et changer le destin de l'Europe, pour bousculer le confortable duel des macronistes et de l'extrême droite, pour changer le sens de l'histoire. Désormais, chaque minute compte, Sophie, tu l'as dit, chaque voix compte. Alors je vous dis à tous avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'émotion, à dimanche pour ensemble réveiller l'Europe, tout reconstruire et tout réinventer. Merci beaucoup.